Bienvenue dans la première partie de la vidéo sur l'onduleur hybride en photovoltaïque. Ce type d'onduleur est le cœur d'une installation permettant de tendre vers une indépendance maximale envers votre fournisseur d'électricité. Vous avez peut-être remarqué que le prix de l'abonnement a plus que triplé en 10 ans. Maintenant, c'est le tour du prix au kilowattheure. Peut-être espériez-vous que les États, comme la France, inverseraient cette tendance? C'est ce que nous voulons tous, n'est-ce pas? Mais peut-être que cela n'arrivera pas. Le monde se divise donc en deux catégories. Ceux qui vont devoir augmenter leur budget pour couvrir leurs besoins en électricité et ceux qui diront bye-bye à leur abonnement. Il y a bien sûr le modèle intermédiaire soutenu par l'État qui subventionne vos panneaux solaires si vous restez connecté au réseau de distribution. En pratique, pour bénéficier de l'énergie solaire photovoltaïque, il vous faudra un toit ou un jardin bien orienté vers le sud, capable de capter en moyenne une puissance crête d'au moins 2 kW, soit à partir de 9 à 10 mètres carrés en France métropolitaine. Dans cette première vidéo, je vais partager avec vous quelques éléments techniques et quelques considérations politico-économiques sur la production individuelle d'électricité. Si vous visualisez cette vidéo, je suppose que vous avez déjà entamé une réflexion sur le sujet. Je vous invite dès à présent à vous faire une idée précise de ce que cela représente que de devenir son propre fournisseur d'électricité. Dans la deuxième vidéo à venir, je proposerai une méthode qui s'adresse à ceux qui pensent très fort à résilier leur abonnement et à s'équiper en panneaux solaires. Avant que vous ne me tombiez dessus dans les commentaires, je dois préciser que je n'ai pas dit toute la vérité dans la diapo précédente. Bien que cela ne soit pas du tout le sujet de cette vidéo, je dois vous dire que si vous êtes locataire, que vous vivez en appartement et que vous disposez d'un balcon orienté sud, vous pouvez aussi réduire un peu votre facture avec les kits photovoltaïques. Ces panneaux sont en général de taille modeste et relativement légers. En principe, ils se posent sous un angle de 45, 35, voire 25 degrés. Mais on peut aussi les poser verticalement, ce qui les favorise en hiver par rapport à l'été, car le soleil y est plus bas. Ces panneaux sont très simples à installer. Ils sont exploités grâce à des micro-onduleurs d'une puissance allant généralement jusqu'à 400 watts. Mais ils ne sont pas réputés fournir une tension sinus pure. Enfin, ces kits ne sont pas destinés au nul absolu en bricolage. Il faut bien les fixer d'une manière ou d'une autre, et il n'est pas question de les suspendre simplement à la balustrade de votre balcon. En cas de vent fort, les panneaux risquent de se détacher et de se transformer en guillotine volante. Pour finir, n'oubliez pas de calculer votre retour sur investissement et à ce propos, pensez à inclure votre climatiseur portable, si vous en avez un. Il sera ravi de fonctionner les après-midi de canicule et vous pourrez vous rafraîchir sans trop faire exploser votre facture. Voilà pour cet aparté. En France, le président nous a gentiment prévenus. C'est la fin de l'abondance. Il semblerait que l'État ait fait beaucoup d'économies ces dernières années et que ça ne se soit pas trop vu. Quoique le Covid a révélé qu'en termes de santé publique, ils n'y sont pas vraiment allés de main morte. Et ça commence un peu à se voir. Donc c'est officiel, c'est la fin de l'abondance. On savait que les centrales nucléaires allaient être démantelées, puis on a appris qu'elles n'auraient pas été entretenues. Quant au gaz naturel, on a artificiellement réduit l'offre, ce qui a immédiatement et mécaniquement augmenté les prix du gaz, donc de l'électricité en Europe. Pour longtemps, puisqu'il paraît que le gaz russe est interdit à tout jamais dans l'Union européenne. Et en décembre 2022, on ne sait plus très bien si le pétrole russe sera interdit ou si son achat sera limité à une quelconque valeur mystère. Probablement que nous le paierons encore plus cher avec d'autres fournisseurs. Pour nos politiques, cela allait devenir intenable de répéter que tout va bien, alors que nous allons fatalement devoir vivre avec de moins en moins d'énergie, puisque pour nous, Européens, elle va devenir rare et chère. Si vous suivez Jean-Marc Jancovici, vous comprendrez que nous vivons, ou plus exactement que nous vivions, dans une période d'abondance. Tous les biens et services dont nous disposons sont basés sur une énergie pas chère, en tout cas relativement abordable. Car en rendant difficile l'accès à l'énergie, notre abondance commence fortement à décliner en impactant tous les prix des produits
à commencer par ceux de l'alimentation. Une autre conséquence est qu'une bonne partie de votre liberté, notamment celle de circuler librement, va peu à peu disparaître car nos choix dépendront aussi fortement du coût de l'énergie. Parlons à présent de l'électricité. Les prix de vente directe du mégawattheure venant de nos centrales nucléaires est d'une bonne quarantaine d'euros pour les gros clients. Bruno Le Maire a négocié en janvier 2023 un tarif à 280 euros, probablement afin de préserver le business des opérateurs français qui sont très concurrentiels face à EDF. Ce chiffre est aussi à mettre en perspective avec les 16 centimes environ par kilowattheure comptabilisés par votre Linky, que l'on payait en 2022 en tant que particulier, soit pour faire simple, 4 fois plus qu'en sortie de centrale. Ce tarif de 16 centimes était un des plus compétitifs en Europe, si ce n'est le plus compétitif. Je fais cette vidéo parce que je n'ai aucune influence sur les décisions politiques concernant l'énergie, mais vous et moi pouvons encore librement, pour un certain temps, encore nous procurer des équipements pour produire notre propre électricité. En effet, il y a une relative abondance d'énergie provenant du Soleil. Le challenge est peut-être d'en capturer chacun ou chacune une partie pour réduire notre dépendance aux territoires riches en énergie fossile, voire même aux petits jeux inavouables de nos États. En plus d'une surface orientée sud, il vous faudra prévoir un budget pour le matériel. Mais le plus dur sera peut-être de vous former. Vous pouvez choisir de le faire avant ou après l'installation. Cela dépend de votre rapport au temps et à l'argent. Pour ceux qui veulent un vrai retour sur investissement, le faire soi-même est la voie royale, puisque la main-d'œuvre plombe largement les économies futures de l'installation. Pour ceux qui se contentent d'un bilan juste équilibré au bout de plusieurs années, le faire reste une option qui doit néanmoins être soigneusement préparée et suivie, pour ne pas basculer, dès le début, dans le déficitaire. L'électricité est devenue si fondamentale dans notre quotidien que pour certains même, c'est un bien de première nécessité dont il faut garantir la disponibilité à prix raisonnable, et certainement pas quoi qu'il en coûte. Être ignorant en électricité pourra bientôt être presque aussi handicapant que pour nos anciens qui ne savent pas utiliser Internet. Beaucoup de jeunes sociétés ont observé ce phénomène et se tiennent prêtes à faire des affaires dans les énergies renouvelables, en appuyant leur communication sur une solution qui ferait intervenir l'État. Je ne pense pas que l'Europe va agir sur le plan législatif pour réduire le prix de l'électricité, comme cela a été le cas avec les forfaits mobiles ou Internet. C'est plutôt le contraire qui se produit. Avant de vous lancer, remarquez que beaucoup d'installations photovoltaïques existantes restent partiellement dépendantes du réseau, car dépourvues de batteries. Pourtant, le prix des batteries devrait continuer à baisser jusqu'à un point raisonnable comparé à plusieurs années d'abonnement. En résumé, pour ceux qui sont disposés à tenter le faire soi-même, une installation solaire demande des connaissances de base en électricité, quelques connaissances en bricolage et quelques heures de travail pour le montage. Enfin, notez que la partie panneau seule peut souvent être confiée à un couvreur. L'autoconsommation est en général partielle. Les autorités ne cherchent pas à vous faire quitter le réseau public, mais à vous y intégrer. Les solutions d'autoconsommation partielle sont un compromis encore acceptable entre la sécurité qu'offre le réseau de distribution publique et les économies apportées par le photovoltaïque. Les batteries ou les groupes électrogènes en sont largement écartés. Deux grands types d'onduleurs existent. La solution centrale, avec un onduleur d'une puissance comparable à votre compteur Linky, et la solution distribuée, avec un micro-onduleur derrière chaque panneau photovoltaïque. Je ne vais pas comparer les deux solutions en détail, je dirais simplement que la solution de type centrale peut facilement être transformée en solution autonome grâce au rajout de batteries, voire même d'un groupe électrogène. Alors que la solution distribuée est très adaptée à l'autoconsommation en temps réel et à l'injection du surplus dans le réseau. Ceci dit, j'ai écarté d'emblée dans cette vidéo l'option de revente de votre électricité.
donc les micro-onduleurs. En effet, même si ça joue sur l'amortissement du capital investi, il n'est pas rentable au sens strict de revendre votre électricité bien en dessous de votre prix d'achat. Je vous donne mon avis, très clairement, c'est un business pour les idiots. Par ailleurs, vu le marché spot du mégawattheure en 2022, votre kilowattheure photovoltaïque devrait vous être racheté beaucoup plus cher. Et je doute qu'il y ait une quelconque loi dans ce sens à l'avenir. Dans l'Europe de Madame von der Leyen, les petits usagers doivent payer l'énergie au prix fort. Une installation photovoltaïque peut paraître compliquée pour les non-initiés. Il y a quelques années, les amateurs éclairés bricolaient eux-mêmes tous les composants d'une installation jusqu'aux panneaux solaires. Aujourd'hui, il est possible d'acheter les différents éléments séparément ou en kit, mais pour la grande majorité, une solution intégrée presque tout en un convient très bien. On l'appelle l'onduleur inverseur hybride. Hybride parce qu'il est très orienté autoconsommation, c'est-à-dire qu'il gère les panneaux solaires, mais c'est aussi gérer une batterie ou un générateur d'appoint extérieur pour recharger les batteries en cas d'absence de soleil. Autour du cerveau qui gère les différents modules d'un onduleur hybride, on trouve en premier le contrôleur de puissance ppm. Son rôle est de maximiser l'apport en énergie des panneaux solaires en fonction de l'ensoleillement. En deuxième, l'onduleur qui convertit du courant continu en courant alternatif, typiquement notre 230 volts 50 Hz domestique que nous utilisons tous les jours. En 3, le contrôleur de batterie qui fournira une puissance en courant continu adaptée au niveau de charge de la batterie. Et enfin, le contrôleur de charge en courant alternatif qui est une espèce de chargeur USB géant adapté à la tension et à la capacité de la batterie. Je vais me concentrer sur l'onduleur hybride plutôt que sur les micro-onduleurs ou l'assemblage fastidieux de modules séparés. Un onduleur préconfiguré et quasiment prêt à servir permet de faire des économies, de limiter les erreurs de connexion et au final de ne pas perdre son temps à faire trop de tests avant de commencer à produire. Dans le cas des onduleurs chinois, ces modèles répondent à la tendance mondiale des panneaux d'une quarantaine de volts, donc au minimum de 300 watts crête, le top étant en 2022 400 watts, puis probablement 420-450 en 2023. Bien sûr, il y a des panneaux moins puissants et plus puissants, mais je parle ici d'une taille qui semble être la norme, environ 1,75 m de haut par un bon mètre de large pour une épaisseur de 3 à 4 cm. Probablement parce que ce format est optimisé pour le transport par container et que le poids et la taille du panneau sont encore gérables par une seule personne. Avec la plupart des modèles chinois, la plage de tension d'entrée de l'onduleur est étudiée pour une chaîne de panneaux en série. Typiquement, on se limite à environ 500 volts pour des raisons de coût et de sécurité, mais aussi de puissance crête. On peut envisager 3 cas avec l'onduleur hybride. Tout d'abord, consommer le maximum de son électricité solaire pendant la journée. C'est l'autoconsommation simple. La nuit ou pendant les périodes d'insuffisance de soleil, l'électricité du réseau Enedis remplace ou complète l'énergie solaire. Deuxièmement, on vise l'autonomie totale ou quasi totale et au lieu de compléter l'énergie solaire avec le réseau public, un groupe électrogène se déclenche en deçà d'une certaine quantité d'énergie restante dans la batterie. Et enfin, l'autoconsommation avec revente, il s'agit du cas numéro 1 avec injection du courant superflu de la journée vers le réseau, en accord commercial avec le fournisseur d'énergie. L'État n'aime pas trop que cette option soit à la portée de l'autoconstructeur et elle est donc subventionnée afin de donner la priorité aux artisans RGE. Pour les propriétaires compétents en électricité et n'ayant pas de phobie administrative, cette dernière option reste quand même un petit challenge. En fait, la plupart des onduleurs installés par les pros sont étudiés pour rester connectés au réseau de distribution et sont rarement proposés avec une batterie, ne serait-ce que pour un banal backup de 30 minutes. Donc si jamais le réseau tombe en panne, il y aura un arrêt complet de l'onduleur,
même s'il y a du soleil. Et sans batterie, vous ne pouvez pas bénéficier de la fonction de backup qui vous permet d'éviter de vous retrouver dans le noir sans électricité et ainsi vous forcer à arrêter brutalement vos activités. La plupart des gens n'étant pas électriciens, je vous propose un petit rappel en électricité. Il faut bien comprendre les notions de puissance et d'énergie avant de se mettre au photovoltaïque. Commençons par le courant continu et la notion de puissance. Pour ceux qui aiment les voitures, la puissance c'est un peu la même chose que la notion de couple multipliée par le nombre de tours par minute du moteur. Thermique ou électrique, plus une voiture est puissante, plus elle pourra abattre le 0 à 100 en un temps court. La puissance se mesure en watts, et je vous laisse lire les définitions, et on passera ensuite au courant alternatif. Dans le cas du courant alternatif, la tension évolue selon une fonction mathématique de type sinusoïde. Ce signal a des propriétés pratiques très intéressantes dans le domaine de la génération, de la consommation et enfin du transport de l'énergie électrique. Malheureusement, il est difficile de connaître intuitivement la puissance puisque la tension oscille et est tantôt maximale, tantôt zéro dans le temps. Il y a pourtant une équivalence simple entre une tension continue et une tension alternative sinusoïdale. Il suffit de diviser l'amplitude de la tension alternative par racine carrée de 2 pour connaître la valeur dite efficace de cette tension. En pratique, le terme efficace est presque toujours sous-entendu en électricité à courant alternatif. Donc, quand on dit qu'un appareil fonctionne en 230 volts, on sous-entend qu'il fonctionne en fait sur du 230 volts efficace. Cette convention permet de comparer des puissances entre courant continu et courant alternatif, ce qui est bien sûr fondamental dans notre cas avec l'énergie solaire. Passons maintenant à l'énergie, car c'est le service que l'on nous propose quand on achète une pile, de l'essence, du gaz et bien sûr l'électricité en réseau. Elle se mesure en kilowattheures. Pour votre eau chaude, votre chauffage, vos appareils, votre recharge de vélo, trottinette et voiture, vous comparerez les prix du kilowattheure. L'énergie, c'est une quantité de gaz, d'essence ou d'électrons. Pour l'électricité, ce qui est intéressant, par exemple pour un radiateur d'une puissance de 1000 watts, c'est de savoir combien ça va coûter de l'allumer pendant 1 heure. En fait, il suffit de multiplier la puissance par le temps en heures. Donc ce radiateur allumé en permanence, c'est-à-dire sans thermostat, pendant 1 heure, vous coûtera le prix d'un kilowattheure, soit environ en 2022 16 centimes d'euros. Et on se rend compte à quel point une facture élevée est le résultat de beaucoup de déperditions si on habite une maison mal isolée. A l'inverse, une maison super bien isolée réagit déjà à la chaleur que rayonne le corps humain, soit environ 100 à 200 watts. Donc si vous surveillez votre facture, on voit bien qu'il est inutile de débrancher votre chargeur de smartphone pour faire des économies à l'année. Ça ne changera rien du tout. Vous devez en fait commencer par les appareils les plus gourmands, comme les radiateurs, la table de cuisson, et finir par les consommateurs moyens mais allumés très souvent, comme par exemple les éclairages, la box internet, sans oublier le frigo congélateur. Je vous donne mon avis et ça n'engage que moi. Si vous avez déjà des équipements modernes, TV, ordinateur, lampes à LED à faible consommation et surtout un réfrigérateur congélateur A+ ou mieux, vous ne pouvez plus améliorer grand-chose à votre facture. À part une bonne isolation thermique, si ça n'est pas déjà fait. En fait, il y a peu de marge de manœuvre pour réduire sensiblement la facture, quoi qu'en disent les messages du gouvernement qui se basent probablement sur des équipements vieux de 10 ans au moins. À titre d'exemple, un téléviseur ou une imprimante datant de moins de 5 ans consomment chacun environ 0,5 watts en mode veille, c'est-à-dire moins d'1 € par an. Donc inutile de débrancher leur prise tous les jours, vous ne ferez aucune économie. Parlons batterie. Batteries qui permettent de stocker l'électricité, donc des kilowattheures. Grâce aux industries du solaire et de la voiture électrique,
Les volumes de vente ont encore augmenté en 2022 et le prix des batteries a sensiblement diminué. Une batterie conserve de l'énergie, donc une capacité à fournir une certaine puissance pendant un certain temps. En théorie, une batterie de 3 kWh représente les besoins, hors chauffage et eau chaude, d'une personne, voire d'un couple économe pendant une journée, et permet de faire 3 repas, une machine à laver, quelques expressos, avec des équipements modernes. Parlons maintenant panneaux solaires. Une cellule photovoltaïque est essentiellement une source de courant continu. La valeur de ce courant dépend de l'ensoleillement. Quand la cellule n'est pas connectée, c'est-à-dire qu'elle est en circuit ouvert, sa tension maximale est d'environ 0,5 volts, variable selon les technologies. Par exemple monocristalline ou polycristalline. On peut associer des cellules en parallèle, leurs courants vont s'additionner, et en les associant en série, leurs tensions vont s'additionner. Et en combinant ces deux types d'associations, on détermine la tension utile et le courant utile d'un panneau solaire en service. Ces informations sont reproduites par le fabricant sur le graphique à droite. On peut faire la même chose en associant des panneaux entre eux. Sur Terre, on considère que la valeur moyenne de la puissance du rayonnement solaire au sol est de 1000 watts par mètre carré. Toutes les valeurs données pour les panneaux font référence à cet ensoleillement. Donc, une installation solaire donnée comme 3 kW crête fournira 3 kW sous un rayonnement de 1000 watts par mètre carré. On comprend à ce stade que cette valeur n'est pas tout à fait réaliste pour Dunkerque, mais qu'elle l'est probablement pour la Corse. Donc, cette valeur crête réelle varie bien sûr largement sur la surface terrestre en fonction de la saison et surtout de la latitude. En France, par exemple, on a une latitude environ à mi-chemin entre l'équateur et le pôle Nord. Donc on est globalement assez proche de cette valeur de 1000 watts par mètre carré. Mais en Afrique, les valeurs sont bien sûr plus élevées. Prenons l'exemple du panneau solaire Vertex S400W de chez Trina Solar, composé de 120 cellules. En suivant les courbes de courant sur le graphique, on observe que lorsqu'il est exposé à un rayonnement solaire de 1000 watts par mètre carré, son courant max est stable et légèrement supérieur à 12 ampères, entre 0 et environ 30 volts. Plus on cherche à se rapprocher de la tension à vide du panneau, plus le courant diminue rapidement de façon exponentielle. Cela veut dire que pour consommer de l'électricité solaire, ce n'est pas la tension à vide qui nous intéresse, mais une tension juste un peu en dessous, précisément là où le courant se rapproche fortement de sa valeur nominale propre à chaque niveau d'ensoleillement, c'est-à-dire quelque part sur le coude de la courbe. Dit autrement, le point intéressant pour la consommation est celui où le courant et la tension sont simultanément élevés. Si on trace la fonction de la puissance max, c'est-à-dire la multiplication du courant par la tension, le point le plus haut sera celui où le panneau délivre sa plus forte puissance. Et c'est là qu'on veut se placer pour obtenir le rendement maximum. On observe que ces points se trouvent sur une droite imaginaire, de direction verticale. Le fabricant donne ce couple de valeurs à 1000 watts par mètre carré et elles sont ici de 34 volts sous 11,62 ampères. La puissance est donc maximale au sommet de ces courbes de puissance. Trouver ces valeurs correspondant à chaque niveau d'ensoleillement est primordial pour la bonne exploitation du panneau et de l'installation. C'est le rôle du MPPT, un dispositif électronique qui va chercher en permanence à se caler sur la puissance maximum disponible sur le panneau. Sur ce panneau, on remarque que les pics de puissance se trouvent tous aux alentours de 34 volts. Autrement dit, les points de puissance maximum se confondent avec une droite passant par 34 volts. Une approche possible, mais simpliste, de MPPT serait de se caler simplement sur une tension de 34 volts. Il faut néanmoins prendre en compte le glissement de cette droite en fonction de la température.
par exemple vers la gauche quand la température augmente. Le rendement d'un panneau est meilleur en hiver qu'en été de quelques pourcents à cause de ce phénomène. Voilà pour la théorie. Une fois que vous aurez installé vos panneaux, il faudra adopter de nouvelles habitudes et adapter votre consommation aux heures d'ensoleillement. Pour continuer à consommer de l'électricité la nuit ou les jours sans soleil, vous devrez soit conserver un abonnement minimal et son compteur, soit vous équiper de batteries plus ou moins grosses. À ce propos, je vous invite à regarder la vidéo de Lola de Nouvelle Air Énergie. Le lien apparaît en haut à droite si vous êtes sur un ordinateur. Ne pas changer ses habitudes de consommation signifiera très probablement perdre en confort. Sans la programmation horaire des gros consommateurs comme la machine à laver ou le lave-vaisselle, cuisiner le soir ou faire griller son pain de bon matin sera plus aléatoire. Donc votre confort dépend de l'ensoleillement disponible et de la taille de votre batterie le reste du temps. À ce stade, je dois vous parler d'un potentiel gros consommateur, la voiture électrique. En hiver, ne comptez pas sur votre installation solaire pour une pleine charge de votre voiture équipée d'une batterie offrant 500 km d'autonomie. En résumé, la transition au solaire passe par quelques petits changements dans vos habitudes. Pour conclure cette première partie, je dois vous dire quelques mots sur le réseau Enedis en France, mais aussi sur les réseaux dans les pays voisins. Toutes nos centrales, nos éoliennes, nos barrages hydroélectriques, etc. sont synchronisées très précisément sur la même fréquence de 50 Hz. Il n'y a qu'une seule fréquence pour toute la France et elle est si précise qu'elle permet de piloter une pendule. Tous ces générateurs sont synchrones et parfaitement en phase. Une fois réunis, ils forment un réseau, le réseau, capable de fournir plusieurs gigawatts. Pour rajouter un petit générateur de plus, le vôtre, ce dernier doit à son tour être parfaitement synchrone avec le réseau national. C'est pourquoi une installation avec injection doit être mise en service dans les règles de l'art. Cette condition ne s'impose évidemment pas si l'installation est autonome et totalement coupée du réseau public. Mais en pratique, il est relativement simple d'injecter du courant dans le réseau public, car la plupart des onduleurs sont conçus pour se synchroniser automatiquement avant de basculer sur le réseau de distribution. Pour la minorité d'entre vous que ça intéresse vraiment et qui veut installer soi-même son système photovoltaïque, je parlerai dans une deuxième vidéo d'aspects pratiques dans l'esprit des méthodes de la chaîne pour définir, acheter et installer une petite centrale photovoltaïque en grande, voire totale autonomie. Pour commencer, vous devez bien connaître les besoins en électricité de votre foyer au cours des 4 saisons. L'été bien sûr, mais l'hiver en particulier. Vous devrez éventuellement songer à changer certains équipements comme le ballon d'eau chaude électrique, qui est une aberration si vous envisagez de vous passer du réseau public. Et je vous le rappelle, vous positionnez par rapport à la voiture 100% électrique. Ensuite, vous allez dimensionner votre installation en fonction de la localisation géographique du logement, de vos équipements ménagers et du niveau de confort et d'autonomie souhaité. Je ne décrirai pas toutes les solutions en ce qui concerne la pose de panneaux sur le toit car il y a trop de cas de figure en termes de charpente et de tuiles, donc de réponses. Si besoin est, demandez un devis en couverture dès que vous aurez déterminé le nombre et le type de panneaux dont vous aurez besoin. Enfin, sachez que même si vous souhaitez passer par un artisan pour faire votre installation, cela ne dispense absolument pas d'avoir une connaissance certaine des besoins de votre foyer et du fonctionnement de votre installation. Aussi fiable soit-elle, il y a toujours des petits imprévus faciles à identifier. Et croyez-moi si vous voulez, mais c'est plus fun qu'il n'y paraît. Demandez à ceux qui sont déjà passés au photovoltaïque. En pratique, cela revient à être familier avec les valeurs clés remontées par l'application, notamment votre production journalière, mais aussi votre consommation. On peut aller plus loin en se plongeant dans les réglages de l'application de votre onduleur.
vérifier une poignée de paramètres et entreprendre une action corrective, voire de l'entretien. C'est un peu comme si vous faisiez vous-même le contrôle technique régulier de votre installation. Je vous recommande de le faire au plus chaud de l'été et au plus froid de l'hiver, là où votre installation travaille aux extrêmes. Au fil du temps, cette connaissance vous aidera à détecter une déviation de fonctionnement. Idem quand on dispose d'une pompe à chaleur ou de panneaux solaires thermiques. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas aussi compliqué qu'une centrale nucléaire ou qu'une usine à gaz. La mauvaise, c'est que dorénavant, c'est à vous que reviendra cette petite gestion et non plus au gestionnaire de réseau. Bien évidemment, si vous installez vous-même, l'effort initial d'étude et d'auto-éducation est largement suffisant. Je pense que c'est évident. Un autre aspect intéressant pour les résidences secondaires est d'économiser un abonnement à l'année et de décourager les éventuels squatteurs qui maîtrisent mal en général l'utilisation et le fonctionnement d'une installation photovoltaïque, surtout si elle peut être pilotée à distance par votre smartphone. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite.